Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a pour sujet les enfants médiums. Cette vidéo est bien sûr destinée aux parents qui sont peut-être en train de découvrir la médiumnité de leur enfant et qui sont confrontés certainement à des interrogations qu'il n'est pas forcément très simple d'aborder avec l'entourage et son jugement et avec le corps médical qui n'est pas toujours ouvert à tout ça. Et c'est vrai que quand on est confronté à des phénomènes comme ça, on a souvent peur d'en parler et on a peur d'être jugé, d'être pris pour des fous. En général, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis, je fais aussi cette vidéo pour les enfants qui sont de plus en plus nombreux à faire des recherches sur YouTube quand quelque chose ne va pas dans leur vie. Et c'est pour eux aussi très difficile d'en parler à des adultes sans être confronté au jugement des adultes, encore une fois, décidément, c'est toujours une histoire de jugement. Et c'est toujours la peur d'être perçu comme un fou, comme quelqu'un qui croit voir, qui croit entendre, c'est n'importe quoi. Bien sûr, tout ça, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Et puis, comme en ce moment aussi, j'ai beaucoup de demandes en lien avec ça, eh bien, j'utilise, entre guillemets, toujours ces petites synchronicités pour me dire que c'était peut-être le bon moment de faire cette vidéo. Alors, moi, j'ai toujours une approche très très simple des choses, hein. Vous savez bien maintenant, si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, je ne veux pas partir dans les hautes sphères, je veux faire des choses très simples, faciles à comprendre. Donc c'est pour ça que je ne vais pas changer de méthode, je vais rester telle quelle. J'ai voulu faire cette vidéo d'une manière un petit peu plus, j'ai envie de dire ludique, quelque part. Euh, il y a une première partie qui va être faite sous forme c'est comme une auto-interview un petit peu. J'ai pris les questions que vous me posez très régulièrement sur mon cheminement personnel, sur mon histoire de vie, pour répondre. Et puis après, j'aborderai dans une deuxième partie de vidéo peut-être certaines anecdotes qui sont un petit peu plus dures, qui risquent de faire un petit peu plus peur peut-être aux enfants qui regardent. Donc la première partie, ça sera pour vous les enfants, la deuxième partie, ça sera peut-être pour les adultes. Voilà, en espérant bien entendu que je répondrai à des questions et qui vous permettront à vous de trouver des réponses, puisque l'idéal, c'est ça. Alors, comment j'ai découvert tout ça? Eh bien, je pense, avec mes souvenirs d'enfants qui sont un petit peu embrouillés, mais en tout cas, les premiers souvenirs que j'ai assez précis de tout ça, c'est quand j'ai commencé à aller à l'école, où je me suis rendu compte que les autres, ils voyaient pas la même chose que moi. Ils ne percevaient pas non plus les choses telles que moi. Et ça a commencé à vraiment bien me perturber en première année de maternelle. J'ai été scolarisée dans une petite école de bourg qui était en fait une école qui avait servi d'hôpital de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, forcément, la mémoire du lieu était très forte et ça m'a vraiment, vraiment perturbée. C'est-à-dire que pendant, et c'est très anecdotique hein, parce que c'est vraiment la vérité ce que je vous raconte, pendant ma première année de maternelle, je n'ai pas dit un mot. Et ma mère m'a raconté cette anecdote pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, un enfant qui loupe un dessin, il a le droit à 5 ans de psychanalyse. Dans les années 80, quand un enfant ne parlait pas, tout le monde trouvait ça normal. Donc pendant toute ma première année de maternelle, j'ai pas dit un mot parce que j'étais tout simplement terrorisée. Il se passait beaucoup de choses autour de moi, il y avait beaucoup, beaucoup de phénomènes, il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de cris, il y avait beaucoup de sensations que je pouvais ressentir et que je n'identifiais pas du tout. Ça me faisait très très peur, naturellement, mais je comprenais pas pourquoi il y avait un tel décalage entre moi et les autres. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai commencé finalement à me sentir très différente des autres. J'avais une vision et une perception des choses qui étaient différentes. J'avais une maturité, j'avais une notion du danger, j'avais un recul, j'étais beaucoup plus réfléchie. J'étais dans ma bulle, hein, j'avais pas beaucoup de copines, pas beaucoup de copains. J'en avais quelques-uns, les bons, les meilleurs, mais voilà, j'avais
J'avais vraiment l'impression d'être dans un monde à part, mélangé avec d'autres personnes qui, eux, ne voyaient rien. Et c'était ça qui était terrible. C'est-à-dire que déjà à l'époque, je pouvais voir, je pouvais entendre et je pouvais ressentir. Donc j'avais déjà une médiumnité qui était complète dès le plus jeune âge, ce qui est assez rare. Et, euh, et ce qui fait que je pouvais avoir des visions. Alors, par exemple, je me souviens très bien que on dormait dans une pièce, une grande pièce de motricité, on appelle ça aujourd'hui, mais bon, à l'époque c'était une grande pièce, on mettait des matelas par terre et tout le monde faisait la sieste. Et moi, c'était juste impossible que je fasse ma sieste là, malgré le fait que j'étais épuisée. Tout simplement parce que j'entendais quelqu'un qui chantait à l'étage. J'entendais des bruits dans les escaliers, j'entendais des bruits de brancards, j'entendais des gens qui se plaignaient, j'entendais des gens qui hurlaient parce qu'ils voilà, ils demandaient de l'aide. Donc là, c'est vraiment là où je pense que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me souviens qu'il y avait un couloir entre la salle de classe et euh, un hall, en fait, où il fallait passer par là. C'était un espace sanitaire, il fallait passer dans l'espace sanitaire pour avoir accès au hall. Et à chaque fois que je passais là, je voyais quelqu'un qui était contre le mur, comme ça, en train d'agoniser. Et je voyais tous les enfants qui passaient devant. Il n'y en avait pas un qui tiltait. Et pour moi, c'était toujours une épreuve de passer là. Ça me faisait toujours et tu vois, c'est vraiment là où j'ai commencé à me dire, pas normal. Ça, c'est pas normal. Et en parler, non. Là, pour le coup, j'ai vraiment euh, intériorisé les choses en me disant que c'était peut-être normal. Normal, pas normal. Est-ce que c'est moi qui vois? Est-ce que c'est eux qui... Enfin, voilà. Là, je découvre, hein. Je suis toute petite et je comprends pas tout ce qui se passe. Quel enfant j'étais, mais ça, c'est aussi ce que j'ai un petit peu abordé juste à la question précédente. J'étais une enfant, ce qu'on appelle une vieille âme, mais ça, il faut faire des recherches et j'ai compris ça très longtemps après, hein. Très, très, très longtemps après. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi j'ai des enfants, j'observe souvent, je suis très observatrice. Quand j'observe des enfants, par exemple, dans une cour de récréation, euh, ou même des enfants d'amis, enfin voilà, je vois que les enfants sont très impulsifs, ils sont très naturels, ils sont très, voilà, ils font des trucs, ils jouent, ils sautent, ils machin. Et ben moi, quand j'étais enfant, j'ai pas du tout ce souvenir-là. C'est-à-dire que j'ai la vision de moi, enfant, c'est alors après, il faudrait que je me renseigne, hein. Si ça se trouve, on me dirait le contraire, mais j'étais dans la réflexion. J'étais dans la réflexion tout le temps dans ma bulle, dans mon monde, dans mon univers. J'étais facilement isolée, je prenais facilement du recul, je prenais beaucoup de temps dans ma chambre toute seule à réfléchir, enfin j'essayais. Euh, je jouais beaucoup toute seule, solitaire, voilà. Santé fragile. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé quand j'étais petite. J'étais tout le temps chez le médecin, toutes les semaines. J'étais asthmatique, ça c'est typiquement émotionnel, hein. Je le suis toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Et pourquoi j'étais tout le temps malade? C'est mon guide qui me dit de revenir en arrière. Pourquoi j'étais tout le temps malade? Eh bien, tout simplement parce que je ne dormais pas. J'étais une enfant insomniaque. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, je rigolais pas. C'est-à-dire que quand on est médium, et ça, je l'explique aussi dans d'autres vidéos, quand on est médium, on a beaucoup d'énergie, on dégage beaucoup d'énergie. Et de ce fait, on est repérable, c'est-à-dire que euh, les entités vont sentir que nous, on a beaucoup d'énergie. Et si on nous prend un tout petit peu d'énergie, c'est plus facile pour eux de se matérialiser. En gros, le schéma, c'est ça. Donc forcément, bah, vous les attirez vers vous comme des aimants. Alors moi, ce qui se passait, eh ben, c'était dès que j'allais me coucher, dès que j'essayais de m'endormir, la fameuse phase de l'endormissement, c'est le moment où on est le plus fragile, entre guillemets, et où on est le plus à même d'être approché par des entités. Les barrières, vous savez, du subconscient qui se baissent quand on s'endort, c'est le moment où justement on est le plus fragile, le plus vulnérable.
Et ben moi, c'était à ce moment-là où mes nuits commençaient à être difficiles. C'est-à-dire que je commençais à sentir des présences, je commençais à sentir quelque chose qui allait se passer. Vous savez, c'est un petit peu comme de l'électricité dans l'air. J'ai un patient qui m'a fait cette comparaison la semaine dernière et c'est vrai, sa comparaison était très très bien pour illustrer. Vous savez, quand vous éteignez votre écran de télévision, alors je sais pas, ça doit le faire aussi avec un écran plat, ça doit être pareil. Il y a une espèce d'électricité statique qui se met le long de l'écran. Et si jamais vous approchez votre main, vous sentez qu'il y a une espèce de fourmillement, un petit peu quelque chose d'étrange au bout des doigts. Eh ben, quand vous êtes couché comme ça dans le noir et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer, je dirais que c'est un petit peu comparable. C'est que vous sentez que dans votre corps qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et du coup, votre corps, les signaux de votre corps vous disent attention, attention, là, il va se passer un truc. Soit il va y avoir un bruit, il va y avoir un craquement, soit le lit va bouger, soit on va t'arracher les draps, soit on va te toucher, soit on va te tirer les cheveux, soit on va te faire quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver. Et au début, ben, ça fait toujours peur, mais après, c'est une espèce de routine. Vous savez que de toute façon, le soir, ça va être toujours compliqué de dormir. Eh ben, moi, j'étais une enfant qui était extrêmement fatiguée parce que la nuit, je ne dormais pas. La nuit, j'avais envie de dire que tout, c'était comme quelque chose qui s'animait d'un coup, quoi. Donc j'avais beaucoup de monde qui rentrait dans ma chambre, qui sortait, qui parlait, qui criait, qui me demandait, qui s'asseyait sur mon lit, qui me parlait, qui me secouait en me disant arrête, on sait que tu dors pas. Écoute-nous là, parce qu'on a des trucs à te dire. Et toute la nuit, c'était comme ça. Alors forcément, si vous ne dormez pas de la nuit et que vous devez vous lever à 7 heures pour aller travailler, bah, vous êtes complètement crevé. Et ben moi, j'étais complètement crevée. J'étais lessivée. Et de ce fait, eh ben, dès qu'il y avait un truc qui traînait, eh ben, c'était sûr, c'était pour moi. Et à chaque fois, j'étais malade. Donc voilà, très petite santé, beaucoup de fatigue, extrêmement empathique, mais alors à l'extrême. C'est-à-dire que j'avais pas forcément besoin que ma mère me dise qu'elle n'allait pas bien pour que je sente qu'elle allait pas bien. J'arrivais à ressentir très très bien les gens, les émotions. C'était une catastrophe si je regardais la télé, certaines séries télé, s'il y avait quelque chose de grave qui se passait, je pleurais comme une madeleine. Euh, je réagissais souvent par effet miroir, c'est-à-dire que quelqu'un qui était en colère, j'en ai eu beaucoup dans mon entourage quand j'étais enfant, quelqu'un qui était colérique, je pouvais devenir colérique, quelqu'un qui était triste, je pouvais devenir triste. Enfin, j'avais un espèce de miroir comme ça. Donc voilà globalement comment j'étais en étant enfant. Et j'avais également conscience du danger et conscience de la mort. C'est-à-dire que j'avais conscience que si on ne fait pas attention, il peut nous arriver quelque chose. Bon, en même temps, j'avais une mère qui était toujours à nous dire de faire attention parce qu'elle n'avait pas eu de chance non plus, elle avait perdu ses frères très tôt. Mais j'avais la notion du danger, la notion de il faut faire attention. Pas d'imprudence, toujours faire attention à ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà, ça c'était beaucoup de maturité finalement très très tôt. Eh ben, concrètement, pas grand monde. C'est-à-dire que, bah, moi, j'ai grandi en fait avec ça, hein, j'ai continué à grandir avec ça. Après, j'avais des grands frères et sœurs qui étaient beaucoup plus grands que moi, qui donc n'avaient pas la même interaction et les mêmes jeux que moi. Forcément, on avait 15 ans d'écart. J'ai une sœur qui a 5 ans de plus que moi, et c'est vrai qu'avec cette sœur-là, on a ensemble pas mal d'anecdotes finalement où, par exemple, je lui disais, je me souviens, ma mère avait une maison sur la côte et je voyais toujours un monsieur qui descendait le chemin. Et je lui disais souvent, il y a un monsieur qui descend le chemin. Et elle me disait, mais non. Si. Voilà, ça c'était le genre d'anecdote que j'avais avec elle. Après, je me souviens que la nuit, c'était terrible. Alors souvent, j'allais dans le lit de mes sœurs parce que j'étais terrifiée, j'avais froid, j'avais peur, j'étais pas bien. C'était interprété comme un caprice,
Bah, forcément, c'est en toute logique, hein, d'ailleurs, en toute logique, hein, je jette pas la pierre, bien au contraire. C'était interprété sur le fait que je voulais pas dormir seule. Alors après, on nous a mis toutes les deux, ma sœur et moi, dans la même chambre pour que ça puisse rassurer, etc. Ce qui rassurait, oui, parce que j'étais pas seule finalement à appréhender tout ça, mais j'étais seule avec mes sensations. Ça, c'est certain. Du côté de mon père, mon père n'était pas complètement hermétique à ça, mais par contre, ma mère, ça lui faisait peur. Donc, c'est vrai que là, pour le coup, c'était vraiment compliqué d'en parler. Donc, comme quand j'en parlais, ça faisait flipper un peu tout le monde, j'avais trouvé l'astuce et la solution. J'avais chez moi une bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, il y avait un certain nombre de livres qui traitaient des légendes bretonnes, des légendes d'Anatole Lebras, de la médiumnité pas trop, de la voyance, oui, de la radiesthésie, voilà, de plein de choses comme ça, de magie aussi. Et du coup, discrètement, j'allais dans la bibliothèque et j'allais prendre des bouquins que je cachais après sous mon lit, bien sûr, parce que si ma mère voyait ça, je me faisais disputer. Mais il fallait bien que j'ai accès à une information. Et comme je ne pouvais pas poser de questions, j'étais carrément seule par rapport à ça. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui sont complètement face à plein de choses finalement, et ils ne peuvent pas en parler. Alors aujourd'hui, il y a Internet, hein, c'est l'accès à l'information et c'est super. Par contre, il y a de la bonne, mais il y a aussi de la mauvaise information, c'est toujours le problème. Mais imaginez-vous dans les années 80, une petite fille qui a 3-4 ans, qui est toute seule par rapport à ça, avec une maman qui ne veut pas entendre et qui a peur de ça et tout ça, et ça fait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Voilà. Donc j'étais un peu seule par rapport à ça. Alors à cet âge-là, comme je le dis, hein, comme je l'ai dit juste avant, j'avais déjà une médiumnité qui était complète, hein. Donc je pouvais voir, sentir, ressentir et entendre. J'ai des messages en même temps, excusez-moi. Et du coup, voilà, c'était bien complet déjà. Alors après, soit j'avais la matérialisation totale d'un corps, ça fait un peu peur ce que je dis là, c'est-à-dire que je pouvais déjà à l'époque voir un défunt en entier, c'est-à-dire complètement matérialisé, presque comme vous et moi finalement, mais en beaucoup plus pâle, en beaucoup comme s'il y avait un peu de transparence finalement dans cette apparition qui est souvent furtive. C'est pas quelque chose qui tient longtemps en général. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie, mine de rien, pour se matérialiser. Je pouvais avoir des flashs aussi, c'est comme des visions, en fait, c'est comme un souvenir que vous avez dans la tête, mais qui ne vous appartient pas. En gros, c'est ça. Et puis, j'entendais très bien ce qu'on me disait, trop bien d'ailleurs ce qu'on me disait, et sentir. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai dû avoir un peu de chance quand même dans tout ça. C'est que j'ai pas ressenti des douleurs physiques très intenses. J'ai surtout senti des odeurs comme le café, comme je sais pas, le pain, enfin voilà, des odeurs particulières, des parfums. Mais j'avais pas autant de ressenti que j'ai maintenant, par exemple. Aujourd'hui, quand je fais un contact avec une personne qui est partie, je sais pas moi, d'un cancer, par exemple d'un cancer de la gorge, pendant l'heure ou la demi-heure où que je vais faire le contact, je vais avoir la gorge en feu, quoi. Je vais vraiment sentir que c'était là, quoi. Ça, c'est des ressentis que j'ai développés plus tard. Enfant, c'est vrai que j'ai pas eu, fort heureusement, je n'ai pas eu de douleur comme ça au niveau physique. Par contre, c'est vrai que les matérialisations totales et complètes apportaient parfois à confusion. Et encore aujourd'hui, ça peut me, ça peut, ça peut m'embrouiller parfois. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, et ça c'est une anecdote que j'ai eue avec mes enfants, il n'y a pas très très longtemps, on était en voiture et je dis à mon fils, qui est à côté de moi, je dis, mais ils sont complètement fous de marcher au bord de la route. J'étais en voiture et je voyais des gens qui se suivaient à la file indienne. Ils étaient trois personnes à la file indienne. Je dis à mon fils, je dis, mais ils sont complètement fous de marcher là, c'est hyper dangereux, il ne faut pas faire ça.
il y a mon fils, il me regarde. Il me dit, maman, il n'y a personne. Ah, bon, excuse-moi. Voilà, donc je le prends avec humour, ils en rigolent. Et tant mieux, c'est vaut mieux qu'ils en rigolent. Mais c'est pour dire que ça m'arrive encore. Et quand j'étais petite, ça m'arrivait souvent, ça. Ça m'arrivait souvent où à un moment donné, je voyais un adulte ou je voyais un enfant. À l'école où j'étais, il y avait un enfant. Et j'avais du mal en fait à comprendre. Est-ce que tout le monde le voit? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Est-ce que parfois j'étais un peu, je pataugeais un peu. Ouais. Ça m'est arrivé très souvent. Et ça m'est arrivé aussi quand j'avais 6 7 ans. On a déménagé, on a bougé un petit peu. Et on était arrivé vivre dans une ferme, dans une ancienne ferme du côté de Rennes. Et dans cette maison, il y avait une dame. Il y avait une femme qui était âgée. Je pense que c'était la maman du. Enfin voilà, c'était une ferme de famille. Enfin bref, il y avait un lien familial. Et les premiers temps que j'étais dans cette maison, on n'a pas été très longtemps, hein, mais quand on était dans cette maison au début, je me souviens que un jour, je sautais dans les marches, je sautais à pieds joints pour descendre les marches, et elle est sortie de la cuisine, elle m'a dit, maintenant t'arrêtes de faire du bruit dans l'escalier. Et là, je me suis dit, ok, ok, promis, je ferai plus de bruit dans l'escalier. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui me sont arrivées, finalement, c'est un petit peu comme si l'irréel s'invite dans le réel et tout se mélange et parfois on est un petit peu confus et on a du mal à s'y retrouver. Et ça aussi, c'est le quotidien d'un enfant qui est médium et qui apprend sa médiumnité. Alors concrètement, le plus compliqué pour moi et je pense pour les enfants qui découvrent ça, ou même les adultes hein, qui découvrent leur médiumnité, je pense que le plus compliqué, c'est d'être différent finalement. C'est-à-dire que ben, on a envie d'être comme tout le monde, hein, on a tellement peur d'être différent, on a tellement peur du jugement, on a tellement peur d'être rejeté, on a tellement peur d'être jugé et de passer pour une folle, quoi. Il y a des choses qu'on est obligé de garder pour nous, on peut pas les livrer. Parce que moi, je me souviens, ça m'est arrivé parfois de laisser passer des choses parce que j'avais une nuit qui était affreuse et que j'avais besoin euh, sur l'instant de le dire, quoi. Notamment, je me souviens, j'étais petite, hein, je sais pas, je sais pas, j'avais peut-être 8 9 ans. Ma mère m'a envoyée à l'école et un matin, elle me dit, dis donc, t'as l'air encore fatiguée. Pourquoi t'es fatiguée comme ça? Et là, je lui dis, j'y vais parce qu'il y avait plein de monde dans ma chambre cette nuit et ils m'ont parlé toute la nuit et ils m'ont empêché de dormir et ma mère me disait, mais arrête quoi, arrête. Bon, tu regarderas plus la télé, hein, c'est fini, hein. En général, c'était ça. Elle mettait tout sur le compte de la télé. Mais bon, bah voilà quoi, c'est au bout d'un moment, tu te dis, bon, laisse tomber, essaie de trouver des réponses où tu peux. Alors, on allait à la bibliothèque avec l'école. Quand j'arrivais à la bibliothèque de l'école, je fonçais. Alors, tous les gamins fonçaient dans le coin, les BD, les j'aime lire et compagnie. Et moi, j'allais paranormal, machin, pour essayer de trouver des réponses que je ne trouvais pas forcément. Et je me souviens notamment de la personne qui travaillait à la bibliothèque de mon école, qui un jour me dit, mais Elisabeth, mais non, non, tu n'as pas le droit de prendre ces livres-là, va chercher un j'aime lire, comme tout le monde. Sauf que moi, j'en avais rien à foutre des j'aime lire, quoi. J'étais beaucoup plus proche de ces personnes qui écrivaient des livres déjà sur le paranormal, sur des expériences menées, sur le spiritisme, sur, je sais pas, la radiesthésie, la télékinésie, enfin tout ça, ça m'intéressait énormément parce que j'avais besoin de réponses que d'aller lire un j'aime livre sur Tom Tom et Nana qui font le clafoutis, quoi. Ça me parlait pas du tout. Donc voilà, il fallait que je trouve des réponses. Et cet isolement-là, c'est terrible. Et ça me fait souvent penser, alors peut-être pas à juste titre, peut-être pas à juste titre parce que je suis pas dans ce cas-là, mais moi, la médiumnité, cette différence-là, souvent, je pense aux personnes, aux enfants, aux jeunes adolescents ou aux adolescents, ou même aux adultes d'ailleurs, à tout le monde,
qui sont par exemple homosexuels, qui découvrent finalement leur homosexualité et qui ont peur du jugement de la famille par rapport à leur non-conformité. Tu vois, voilà. La conformité qui est imposée par notre société, le jugement. Moi, j'avais peur d'être jugée. J'avais peur qu'on me dise ça va pas bien. Donc, c'est pour ça, je disais rien. Je disais rien et je me disais, bah écoute, prends sur toi et puis n'en parle pas parce que ça fait peur, parce que les gens vont pas te croire, parce que les gens vont penser que t'es folle, parce que voilà. Et tout ça, ça me faisait douter en même temps, hein. Je me disais, mais est-ce qu'au final, je suis pas cinglée? Peut-être que c'est moi qui ai un problème, hein. Voilà. Et puis, la deuxième chose qui était très compliquée à gérer, bien sûr, c'était mon sommeil, parce que je dormais pas. Donc, je dormais pas. C'était une catastrophe. Il fallait que je dorme avec des veilleuses, avec des lumières. Alors, j'allumais ma lumière 25 fois par nuit, parce que quand tu allumes la lumière, ça se calme. Ha, ha. Astuce. Donc, ça m'arrive encore de dormir avec l'application lampe de chevet, hein, quand j'ai des nuits un peu compliquées. Alors maintenant, ils ont fait des super applications avec des lumières qui changent et tout, c'est génial. Bon, à l'époque, j'avais une lampe de chevet avec une poupée. J'ai peur des poupées en plus, mais bon, bref, ça m'a sauvée. Et forcément, je m'endormais pas avant 4 ou 5 heures du matin parfois, hein. Donc le samedi, je dormais jusqu'à midi, hein. Et, et ma mère disait tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle dort le matin? Ben oui, parce qu'elle dort pas la nuit. Donc voilà, l'explication, ceci explique cela. Alors déjà, ouais, très très tôt. Alors j'ai identifié parce que au début on entend des voix, on entend plein de voix. Donc il faut faire le tri dans ce qu'on entend. C'est-à-dire que imaginez-vous, et je prends souvent cet exemple-là aussi, j'ai dû en parler déjà dans d'autres vidéos. Vous vous imaginez, et ça tout le monde l'a vécu, dans une salle des fêtes. Vous êtes dans une salle des fêtes, vous êtes au milieu de la salle des fêtes, et vous observez ce qui se passe autour de vous. Et vous allez entendre des personnes, des femmes, des hommes, des enfants qui parlent, qui rigolent, qui s'amusent, qui crient, des enfants, qui pleurent, qui chahutent, qui jouent, qui voilà. Vous imaginez ça. Et du coup, vous avez plein de voix qui viennent, qui vous donnent des informations, qui vous disent des choses qui sont. Il y en a une qui part, une autre qui arrive, deux autres qui repartent, une qui t'interpelle, une qui t'appelle, une qui machin. Et il faut réussir à faire le tri. Quand je suis enfant, c'est un petit peu comme ça que ça vient. C'est-à-dire que je gère pas du tout finalement ce qui m'arrive, hein. Ça vient, ça vient, ça passe, mais je ne maîtrise pas. Alors, il y a pas, c'est complètement désordonné, déstructuré. Ça vient comme c'est. J'ai pas de filtre. Donc, je vais identifier la voix de mon guide. Je dois avoir à peu près une dizaine d'années, entre 8 et 10 ans, je pense, où j'ai commencé à me rendre compte que j'avais souvent la même voix qui me parlait, mais cette voix-là, elle était sympa. Pas de menaces, pas d'insultes, pas de, pas de rien, que des bons conseils. Fais attention, là tu devrais faire ci, là tu devrais faire ça. Ah ok. Voilà. Donc ça, très très tôt, oui, effectivement, j'ai commencé à parler avec mes guides. Et puis, c'est dans le même temps, en fait, que je me suis rendu compte parfois que je pouvais l'appeler. Alors, c'était très con, c'était très très bête, pardon, je suis vulgaire en plus. C'était très très bête de ma part, mais je vais vous raconter quand même. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé Les Mini-Pousses. Dans Les Mini-Pousses, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont vécu dans les années 80, il y avait donc un jeune homme qui s'appelait Eric. Et Eric avait des petits amis qui vivaient dans les murs de sa maison et qui étaient tout petits. Et parfois, la nuit, les petits personnages qui vivaient dans ces murs venaient lui chuchoter des trucs à l'oreille. Voilà. Alors du coup, je me suis un petit peu appuyée là-dessus et mon guide, je l'ai appelé Eric. Voilà, la petite blague, la petite anecdote. J'ai appelé mon guide Eric comme dans les mini-pousses parce que bah, voilà, fallait bien que je l'appelle quelque part, une façon ou d'une autre. Et du coup, j'ai baptisé mon guide Eric. En grandissant, après des années et des années plus tard, je me suis rendu compte que de toute façon, j'aurais pu l'appeler Georges, Paul ou Thierry, ça n'aurait rien changé puisque mon guide, l'importance du prénom n'a aucune importance. Bon, c'est pas trop français ce que j'ai raconté, mais vous avez compris.
Donc voilà. Et je me suis rendu compte donc que quand je l'appelais, il venait m'aider pour différentes choses, notamment la nuit, quand j'étais un petit peu chahutée d'un peu trop près. Quand je l'appelais à l'aide, ça se calmait assez vite. Donc c'est pour ça que je lui ai donné un prénom en fait. Parce que sinon ça aurait été hé, toi, s'il te plaît, aide-moi. Donc je l'ai appelé Eric. Alors dans mon enfance, concrètement, c'est un petit peu OK choral, hein, il s'est passé plein de choses. Alors ça va être, je vais prendre les expériences les plus marquantes, celles qui m'ont marqué le plus. Donc il y avait effectivement cet homme qui traversait toujours, qui longeait en fait le jardin de chez ma mère sur la côte, que j'ai compris quelques années plus tard qu'en fait c'était un de ses frères, enfin, qu'elle avait perdu, enfin bref. Donc lui, je le voyais toujours qui descendait, qui remontait, qui descendait, qui remontait. Et ça me faisait très peur parce que je le voyais très sombre en fait. Et du coup, j'avais du mal. Je voyais pas les traits de son visage, je voyais pas. C'était pas une matérialisation totale comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'était vraiment quelque chose de sombre. Alors j'avais peur. Ouais. Il me faisait vraiment peur. Dès que je voyais la silhouette qui arrivait au bout du chemin, je disais oups là, on va faire un tour de l'autre côté. Après, ce qui a été très complexe aussi, c'est les entités qui te harcèlent un petit peu, hein. C'est-à-dire que tu as des entités, tant que tu les as pas écoutées, ils vont continuer à t'empêcher de dormir, à te secouer, à te tirer les cheveux, à te mordre. Ça arrive. Voilà. Et puis, euh, et puis parfois, ben, ils ont tellement envie de transmettre un message, ils ont tellement envie d'eux que il y a les tentatives d'incorporation, j'en parlerai dans la deuxième partie, qui ont été très dures à gérer pour moi aussi. Après, il y a eu aussi les morts sur les routes. Alors ça, c'est terrible parce que bah, j'en parlais tout de suite aussi avec l'anecdote de mon fils, mais euh, c'est quand vous arrivez sur un lieu comme ça où il y a eu quelque chose, vous sentez que ça monte en vous au niveau du plexus solaire, là, au niveau de l'estomac, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Puis c'est très furtif après, ça passe, mais ça aussi, quand on est enfant, ça peut être traumatisant. Et ça peut être terrible. On prend des flashs en même temps, des visions, où c'est parfois très compliqué à gérer. Et après, ma, j'ai envie de dire ma plus grande expérience, mais aussi ma plus belle expérience de médiumnité quand j'étais enfant, j'avais une douzaine d'années. J'étais partie en camp, en centre de loisirs, avec, donc c'était l'été, on devait faire du camping et pas de chance, il y a eu un orage terrible et on n'a pas pu faire de camping. Donc on a été obligé d'aller dormir dans un gymnase. Bon, c'est glauque hein, de dormir dans un gymnase, c'est pas terrible. Mais bon, bref, c'était comme ça. Donc, on s'est tous mis dans un coin pour dormir, bah, à peu près tous, voilà, pour se rassurer. Pas de bol pour moi, je suis tombée bien sûr au bord des autres. J'aurais préféré être au milieu pour me sentir un petit peu plus en sécurité. Pas de chance, je suis tombée vraiment en périphérie du groupe. Donc déjà, j'étais pas trop sûre de mon coup. Vous rajoutez à ça le fait de dormir sur un tapis de sol en plein milieu d'un gymnase, avec un orage, mais de fou à l'extérieur, avec le jour et la nuit dans le gymnase en permanence. La pluie battante, le vent, enfin bref, on se croirait dans un Stephen King. Donc déjà, j'étais pas très bien. J'étais pas en forme. Et puis, on s'endort, enfin, le groupe finit par s'endormir. Moi, je me dis que ça va finalement peut-être être un petit peu compliqué parce que je sens qu'il y a quelque chose qui s'approche. Et je ne sais pas encore ce que c'est, surprise. Donc, je me couche, bien sûr, et je fais comme si je dormais. Ça, c'est la technique qu'on adopte tous, hein, genre, si je dors, ou si je fais semblant de dormir, ils croiront que je dors pour de vrai, donc ils partiront. Ça ne fonctionne pas en général, mais bon, c'est instinctif et c'est automatique. Donc, je fais semblant de dormir, je fais comme si tout allait bien, je fais comme si les choses allaient bien se passer. Et tout d'un coup, j'entends un bruit, j'entends un frottement, j'entends quelqu'un qui marche. Mais vous savez, comme quelqu'un qui marche avec des vieux chaussons, où ça traîne un petit peu des pieds sur l'espèce de gomme là, du sol du gymnase. Et j'entends que ça s'approche, ça s'approche, ça s'approche. Et je me dis, bon,
concrètement, c'est pour moi. Et après, j'entends plus rien. Alors je me dis, bon, c'est peut-être passé finalement. Et j'ouvre un œil et je vois en fait, ben, je vois un chausson en fait, avec quelqu'un dedans qui est dressé devant moi. Et là, je me dis, oh putain, oh non, non, pitié, pas ça. Et j'ai une voix qui me dit, t'inquiète pas, je suis pas là pour te faire du mal, je suis pas là pour te faire peur. Je voulais juste te dire au revoir parce que je suis partie ce soir. Et c'est tout. Et plus rien. Et ok, bon. Et j'entends de nouveau les chaussons qui repartent dans le sens inverse. Je comprends pas ce qui se passe du tout. Donc je relève un peu la tête et en fait je vois une silhouette pas très grande traverser en fait le gymnase dans toute sa diagonale. Et il y avait une porte, les portes un peu coupe-feu qu'il y a bah, justement dans ce genre de bâtiment. Je vois la porte qui s'ouvre, mais je vois vraiment, j'ai l'impression que c'est poussé et sortir. Et là, je vois une lumière incroyable. Mais je pense il devait y avoir 150 camions dehors avec des éclairages de fou pour arriver à faire une lumière pareille. C'était une lumière, mais comme si on pouvait même pas la regarder tellement elle était puissante, cette lumière. C'était quelque chose d'incroyable. Et je vois cette personne qui prend la porte finalement, qui passe vers l'extérieur, et la porte se referme doucement et terminée. Et là, je reste scotchée par ce que je viens de voir. Je comprends pas ce que j'ai vu, je comprends pas bien. Si j'ai rêvé, c'est pas possible, j'ai rêvé, c'est obligé, là, je peux pas avoir vu ça, c'est pas possible. Et là, j'ai une amie, une copine qui était avec moi, qui lève la tête et qui me dit, mais qu'est-ce que tu regardes? Rien. Rien. Elle me dit, bah si, t'as vu quelque chose, qu'est-ce que t'as vu? Et je lui dis, bah, je crois que j'ai vu quelque chose, mais je sais pas ce que j'ai vu. Et en ayant dit ça, je vais lancer une psychose pendant tout le jour le séjour de camping. On a 10-12 ans, c'est l'époque où voilà, on raconte des histoires qui se font peur, etc. Et là, tout le monde va flipper pendant 8 jours parce que j'ai dit que j'ai vu quelque chose. Et j'ai pas compris ce que j'ai vu. Je vais le comprendre quand je vais rentrer chez moi à la fin de la semaine. Et ma sœur m'annonce que notre grand-mère est décédée. Notre grand-mère est décédée à 19h30, le jour où il y a eu ce fameux orage. Et curieusement, j'ai reçu une visite dans le même temps pour me dire je suis venue te dire au revoir. Alors, après coup, j'ai reconnu sa silhouette, mais je pense que avec la montée d'adrénaline, la peur, enfin tous les facteurs qui étaient autour, sur le coup, je ne l'ai pas reconnu. Et c'est après que j'ai compris. Et ça, je trouve que c'est une très belle anecdote parce qu'elle est venue me dire au revoir avant de partir. Et ça, c'est un très bon souvenir. Alors finalement, le magnétisme, s'est apparu dans ma vie, je devais avoir à peu près 8 ans. C'était un soir de réveillon. Je ne sais plus si c'était Noël ou premier de l'an, mais c'était un soir de réveillon. Tout le monde était à la maison, un Noël en famille comme on faisait il y a très longtemps. Et ma mère était en train de cuisiner, tout est toujours ma mère, hein, c'est terrible. Je parle toujours de ma mère. Mais ma mère était en train de cuisiner dans la cuisine. Bah, jusque-là, rien d'anormal, hein. Elle aurait cuisiné dans le salon, j'aurais trouvé ça bizarre. Mais là, pour le coup, elle était vraiment dans la cuisine et elle avait une énorme cocotte en fonte avec un couvercle en verre. Et ce couvercle, il fallait le soulever pour surveiller la cuisson, bien sûr. Il fallait le soulever, mais vers l'extérieur pour ne pas se brûler. Et ma mère, qui devait, comme toujours, courir dans tous les sens pour être sur tous les fronts, pour que tout le monde soit satisfait de tout et que personne ne manque de rien, est arrivée dans la cuisine et elle a soulevé le couvercle dans le mauvais sens. Et toute la vapeur est sortie et ça lui a brûlé l'avant-bras gauche.
sais pas si vous vous imaginez, mais je pense qu'elle a dû souffrir de martyre sur le coup parce que c'était terrible. Et j'étais juste à côté d'elle et je la vois encore, c'est-à-dire que elle lâche le couvercle tellement, tellement, tellement elle a eu mal. Et, et moi, je comprends même pas. Aujourd'hui, j'ai pas d'explication hein, sur ce que j'ai, pourquoi, comment, je sais pas. Je lui ai pris la main, je lui ai pris la main et j'ai senti euh, comme un, comment je vous dirais. Alors ceux qui ont déjà eu une anesthésie comprendront. C'est-à-dire que j'ai senti quelque chose qui passait par la paume de ma main et j'ai senti comme un fluide très très chaud qui remontait dans mon avant-bras. Et plus il remontait dans mon avant-bras, et plus il se dissipait. C'est-à-dire que je sentais la chaleur qui remontait dans mon bras, mais qui s'éteignait au fur et à mesure. Et j'ai fait ça pendant peut-être 30 secondes. Et au début, ma mère, elle s'est débattue, elle m'a dit lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Et après, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Et je sais pas, je sais pas. Alors j'ai pas soufflé, j'ai pas prié, j'ai jamais appris, hein, c'est instinctif, hein, c'est vraiment instinctif. J'avais jamais, je m'étais même jamais intéressée au magnétisme. Euh, c'est pas, enfin voilà, c'était quelque chose de très confus. J'ai 8 ans à l'époque, je sais pas si vous vous rendez compte, mais à 8 ans, c'est pas quelque chose qu'on sait normalement. Enfin, je sais pas, en toute logique, voilà. Donc, ça l'a soulagé quasiment immédiatement. Et moi, pendant peut-être 30 secondes ou 1 minute, je lui ai tenu la main. Et après, j'ai lâché. Et j'avais la sensation, quand je regardais mes mains, j'avais l'impression que mes mains étaient sales. J'avais l'impression que mes mains étaient pleines d'encre, ou quelque chose de poisseux, ou quelque chose, voilà. Et du coup, je me suis mis à me laver les mains. Et j'ai laissé l'eau couler comme ça sur mes mains pendant un certain temps pour qu'elles soient propres. C'est exactement les techniques qu'on apprend quand on coupe le feu. Sauf que moi, je les ai jamais apprises. Enfin, moi, ça me signe, hein, je sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours scié. Mais bon, bref. Et, et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pris conscience que je pouvais couper le feu. Après, si on avait le droit de parler de magnétisme, alors le magnétisme, pour le coup, on avait le droit d'en parler, il n'y avait pas de problème. Mais on parlait toujours pas des morts, hein. Voilà. Après, à l'âge de, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir une dizaine d'années, je suis en train de penser à ça en même temps que je suis en train de filmer. Ma mère m'avait envoyé voir une magnétiseuse ou une guérisseuse. J'avais une dizaine d'années. Ouais, je pense que j'avais une dizaine d'années. Je réfléchis en même temps, là, hein, que je dise pas de bêtises. Ouais, si, je pense que j'avais une dizaine d'années. Et elle m'avait envoyé voir une guérisseuse ou une magnétiseuse ou je sais pas quoi, euh, pour m'enlever des verrues, parce que j'avais des verrues sur les mains. Et cette personne-là n'avait rien pu faire pour moi. Elle avait dit, elle était très connue hein, dans ma région. Et elle m'avait dit qu'elle ne pouvait pas faire quoi que ce soit pour moi parce que je pouvais le faire par moi-même. C'est le genre de truc, d'anecdote auquel je pense en même temps. Ce que, voilà, c'est spontané. Prenez-le. Et ce que j'avais remarqué aussi, c'est que je ne pouvais pas porter de montre. Alors ça a toujours été l'énigme. Ma mère en avait marre de ça aussi, parce que j'arrêtais les montres. Je ne pouvais pas les porter. On mettait une pile neuve dedans, et puis on me donnait la montre. J'étais contente, je la mettais. Hop, je tenais pas 1 heure avec. Au bout d'1 heure, elle s'arrêtait. Et voilà, c'était une anecdote. Je trouvais ça bizarre, mais et ça, c'est typiquement dû au magnétisme également. Ensuite, la voyance est apparue parce que j'ai eu d'abord la médiumnité, après j'ai eu le magnétisme. Vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à avoir des flashs de ce qui allait arriver. Alors pas tout le temps, c'était là aussi, c'était pas structuré tout le temps. Mais par exemple, je pouvais voir certaines scènes complètes, pas juste une impression de déjà-vu, hein. L'impression de déjà-vu s'explique très très bien scientifiquement. Ça, c'est par rapport à la synchronisation des yeux et de la mémoire photographique. Mais par contre, la voyance, j'arrivais vraiment à avoir des flashs précis de ce qui pouvait se passer. Et vers l'âge de 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la magie. Alors la lithothérapie, un petit peu, mais pas autant que 20 ans plus tard.
mais la lithothérapie et le pouvoir des plantes, la magie, etc., j'aimais bien. J'ai essayé certains trucs, je fais encore un petit peu aujourd'hui, mais j'en ferai pas mon activité principale. Pas du tout. C'est quelque chose, je pense qu'il faut utiliser avec beaucoup de parcimonie. Et, euh, et voilà, après, on a tous des axes où on est plus fort dans certains domaines que dans d'autres. Voilà. Alors ça, il n'y a pas une journée où qui passe sans qu'on me dise, mais d'où ça vient ça? Et comment ça se fait que toi, tu as ça? Et comment ça se fait que les autres, ils ont pas? Et pourquoi, machin? Bon. Euh, j'ai appris à l'âge, mais j'étais âgée hein, déjà, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai appris que j'avais une arrière-grand-mère qui portait quasiment le même nom que moi. C'est-à-dire que moi, mon deuxième prénom, c'est Marie-Joseph, et elle aussi s'appelait Marie-Joseph. Donc cette arrière-grand-mère que je n'ai pas connue du tout, qui est... il y a plein de choses qui se racontent sur elle. Je sais pas, parce que dans la famille de mon père, c'est très compliqué pour avoir le vrai, le faux. C'est un défi. Donc, je suis obligée de me baser sur les quelques bribes en fait que j'ai réussi à avoir à gauche à droite. Malheureusement, j'ai pas plus que ça. Mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Marie-Joseph, habitait sur la côte de Granit Rose, on va dire, dans une campagne. Et elle était un peu crainte des habitants. Les gens avaient un petit peu peur d'elle. Elle faisait un peu de magie, elle faisait un peu rebouteuse, magnétiseuse, guérisseuse, enfin voilà, elle faisait beaucoup de choses. Et les gens avaient peur d'elle parce qu'elle était très impressionnante physiquement et elle faisait plein de travaux qui étaient aussi un peu bizarres. Mais par contre, les gens allaient la voir quand ils avaient besoin d'elle parce qu'elle aidait les gens. Et elle était aussi faiseuse d'anges, comme on appelle. Voilà, j'ai des tocs, ça y est, ça commence. Elle était aussi faiseuse d'anges, elle faisait les avortements. Après, il y a plein de choses qui m'ont été rapportées. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, c'est très compliqué. J'ai tenté, bien entendu, d'avoir des réponses directement avec elle, mais comme de par hasard, je ne parviens pas à établir un contact avec elle. Et je pense que si je n'ai pas de contact avec elle, c'est parce que je ne dois pas en avoir, tout simplement. Et je pense que peut-être que ça, tout ce que j'ai, vient d'elle. Mais ça, c'est une théorie personnelle. Je ne sais pas finalement pourquoi moi j'ai ça et pourquoi les autres ne sont pas. J'en sais rien. Quand on me demande ça, je dis bah ouais, mais pourquoi moi je suis née ici dans les Côtes d'Armor et pourquoi je serais pas née en Angola? Là, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, et après, on peut tous se poser des questions existentielles sur le pourquoi du comment. J'ai arrêté depuis très longtemps de me poser des questions sur le pourquoi du comment. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis ça, que je n'ai pas choisi de l'être, ça c'est certain, que beaucoup comprennent et que beaucoup ne comprennent pas, et que ce n'est pas grave si on ne comprend pas. L'important, finalement, c'est de s'accepter soi-même. Et je pense que ma progression personnelle a été difficile. J'ai eu une progression qui a été très difficile dans ma vie, là, actuelle, dans ma vie terrestre. J'ai eu beaucoup de mal à me trouver. Et quand je me suis trouvée, ça a été comme un barrage qui a cédé. C'est revenu plus 10. Et tant mieux. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Et ce que je veux dire, c'est que parfois, dans la vie, on se rend compte de ce qu'on est vraiment. On se rend compte de qui on est vraiment. Et on a sans doute peur de l'être vraiment. De se dire, eh ben moi, je m'en fous de ce qu'on va dire de moi. Je m'en fous de ce que les gens vont penser. J'en ai absolument rien à faire du jugement de l'autre, du regard de l'autre. Par contre, moi, mon regard à moi, sur moi-même, il est beaucoup plus important que tout ça. Et c'est ça qui est important. À partir du moment où vous arrivez à vous aligner sur ce que vous avez envie d'être et ce que vous êtes vraiment, c'est là finalement où vous commencez vraiment à être heureux. J'utilise beaucoup de vraiment, mais c'est parce que c'est vraiment important. D'accord? Et quand je me suis dit, eh ben, je vais en faire mon métier. Je vais en faire mon métier parce que j'ai reçu des signaux énormes, j'ai reçu des signes pas possibles,
Enfin, là, ils sont à deux doigts de me mettre une pancarte avec des néons en me disant, mais Elisabeth, ouvre les yeux. Enfin, voilà. Et qu'au final, j'ai compris que, bah oui, évidemment, mais évidemment, mais il faut que je fasse ça. Il faut que je le fasse. Et si ça marche pas, eh ben, c'est pas grave, je fais autre chose. Mais au moins, j'aurais essayé. Et après, c'est vrai que vous avez toujours les gens qui vous comprennent et les gens qui ne vous comprennent pas. Mais ce n'est pas très important. Comme je le dis toujours, quoi que vous fassiez dans votre vie, vous serez toujours critiqué. Alors faites ce que vous voulez. D'accord? Et le message que j'aimerais aujourd'hui donner, c'est que finalement, ce qui est important, c'est pas d'où ça vient. Parce que d'où ça vient? Ça peut être, en général, c'est euh, dans les familles, on voit ça souvent. C'est souvent un grand-père, une grand-mère. Il y a quelqu'un qui, sur plusieurs générations, quelqu'un qui était sourcier, quelqu'un qui était magnétiseur, quelqu'un qui était rebouteux, quelqu'un qui... Oui, si on remonte les générations, on a toujours quelque chose qui fait que. Mais au final, je pense que ce qu'on nous donne, il faut le prendre, il faut l'utiliser et surtout, il faut l'assumer. Il faut s'assumer soi-même. Et ça, c'est tout un travail. C'est tout plein de choses. C'est très, très dur. Ça se travaille presque au jour le jour. Moi, il y a encore des gens que je croise dans la rue, notamment ce week-end, là, j'ai croisé quelqu'un que j'avais pas vu depuis quelque temps. Et il me dit alors, comment ça va? Tu fais quoi maintenant? Bah écoute, maintenant je suis magnétiseuse, coupeuse de feu, et je suis aussi médium, et je fais aussi de la voyance. Et il m'a dit, ah ouais, d'accord, ok. Et sinon, ça va? Je dis, ouais, super bien. Je vais super bien. Je vais super bien. Je suis hyper heureuse. Je rencontre des gens extraordinaires. Je fais du bien. Je soulage les gens. Je les écoute. Je les aide dans le deuil. Je les aide dans des étapes de vie qui sont importantes pour eux. Et j'ai un retour qui est extraordinaire. Et ça, c'est un bonheur total. Je pense pas qu'il ait compris. Mais je pense qu'avec le temps, il comprendra que finalement, le plus important, c'est d'être parfaitement aligné entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est vraiment. Voilà. Eh ben, je dirais aux parents tout simplement de ne pas faire de transfert, déjà dans un premier temps. Et ça, je suis obligée de le dire parce que je reçois beaucoup de demandes. Euh, C'est-à-dire que on ne peut pas le nier quand même, il y a quand même une certaine importance sur l'influence parentale. Ça, c'est clair. Je vous donne un exemple. Un papa qui adore le foot. Il adore le foot, il a joué au foot, il aime bien le foot, il adore le foot, le foot. Il va avoir un petit garçon, vous pouvez parier 9 fois sur 10 que dès qu'il va pouvoir marcher, combinaison de foot, ballon de foot, terrain de foot, on va au foot, 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 foot. C'est-à-dire que pour moi, hein, après je suis pas psy, hein, mais pour moi, je pense que c'est une espèce de transfert. Le papa adore le foot, donc il faut que le fils adore le foot. Je me souviens d'une anecdote personnelle, encore une fois, où j'ai été une fois récupérée. J'habite Guingamp, hein, je ne vous raconte même pas. Ici, si t'es pas fouteux, t'es rien. Donc voilà. Je me souviens que j'ai un petit neveu qui a fait du foot il y a quelques années. Je vais le chercher un jour au foot et je voyais tous les papas qui étaient alignés sur le banc de touche avec leur jogging en avant Guingamp, la casquette, l'écharpe, la panoplie en avant Guingamp et qui hurlaient sur le petit, sur le terrain parce qu'il avait loupé une occasion de ballon, quoi. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit, mais je pense que dans la médiumnité, dans le magnétisme, dans le paranormal, dans tout ça, dans tout cet univers-là, si on met tout dans le même sac, je pense qu'il y a quand même aussi, et ça je ne le nie pas, des parents qui ont un intéressement à tout ça, qui auraient adoré avoir des capacités, qui n'en ont pas forcément, et qui, à la moindre réflexion de l'enfant, va se dire, ça y est, il est médium. J'ai beaucoup de demandes hein, comme ça, hein, c'est-à-dire que la petite fille se réveille le matin en disant j'ai rêvé de mamie. Oh, elle est médium. J'ai mal dormi cette nuit parce que j'ai fait un cauchemar. Elle est médium. Euh, j'ai euh, j'ai mal ici alors j'ai rien fait. Ça y est, elle est médium.
Elle a vu un flash, elle est médium. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre de raccourcis. Je le dis tout le temps, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Analysez correctement les situations, prenez du recul, cherchez vraiment l'explication logique, rationnelle. Ne prenez pas de raccourcis, jamais, 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 jamais. C'est pas parce que votre enfant a fait un rêve qu'il est médium, c'est pas vrai. Non. Il y a plein de choses et normalement si vous avez vu toute la vidéo jusque-là, vous avez bien compris que on peut pas devenir comme ça. C'est pas possible. Après, peut-être que d'autres vous diront le contraire. C'est leur avis, c'est leur façon de voir, c'est voilà. Moi, je vous dis que il y a plein de choses dans la vie d'un enfant. Il doit y avoir plein d'événements. Il doit y avoir plein de petites choses. Il doit y avoir plein d'anecdotes qui doivent venir renforcer le je pense que. On m'a dit que. On m'a dit que ma fille était médium. Ouais, ouais. Mm. On est un con, en général. Donc, je dis ça avec humour, mais c'est important de comprendre ça. Méfiez-vous, prenez le temps d'analyser les choses. Souvent, j'ai eu fait des exercices comme ça sur le groupe aussi, où je disais, étape 1, je vous donne un cas et je vous donne euh, des symptômes, entre guillemets, de ce qui se passe. Et en 3 ou 4 étapes comme ça, et à chaque fois, j'alimentais pour voir un petit peu vos réactions et vos déductions, si vous étiez à ma place. Et les 3 quarts du temps, les gens partent dans le mur en se disant, bah, c'est bon, c'est paranormal, quoi. Alors que quand on fait étape par étape, qu'on essaye vraiment de démystifier, comme on dit, de trouver une explication, si c'est passé ça, c'est par rapport à ça, ou si c'est par rapport à ça, c'est parce qu'il y a ça, on arrive très souvent, et dans la majeure partie des cas, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, dans 80% des cas, on trouve des explications à ce qui se passe réellement. Ça, c'est clair. Donc c'est pour ça que le discernement et l'analyse du parent par rapport au comportement d'un enfant ou par rapport à des choses qui lui arrivent, c'est votre rôle à vous, en tant que parent, de rester bien ancré dans la réalité en se disant, attends, moi je suis passionnée par le paranormal. Est-ce que, à force d'en parler, à force de regarder à force d'avoir des bouquins, à force de regarder des films, à force d'entendre en parler, est-ce que l'enfant, tu vois, est-ce qu'il fait pas lui, il se dit, bah tiens, maman, elle aime bien le paranormal, alors moi je vais dire que j'ai vu ça, et puis comme ça, elle va être contente, elle va s'intéresser à moi. C'est tout bête ce que je dis, mais c'est vrai, c'est vrai. Et je veux dire, mais c'est typique, c'est normal. L'enfant essaiera toujours d'attirer votre attention. L'enfant essaiera toujours de vous faire plaisir. Ce qu'il veut, c'est que vous le regardiez. Dans un monde aujourd'hui où on a les yeux rivés sur nos écrans de téléphone, sur nos tablettes, sur la télé, sur l'ordi, l'enfant aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est de l'attention. Alors parfois, un enfant, pour avoir de l'attention, il est prêt à dire n'importe quoi. Et ça arrive parfois que des parents prennent rendez-vous avec moi pour venir me voir en me disant, je suis sûre ma fille elle est médium parce qu'en fait elle fait des trucs bizarres, elle fait des rêves, elle fait des cauchemars, elle va pas bien, etc. Et puis en discutant un quart d'heure avec la petite, eh ben, tu te rends compte que finalement elle va pas bien, elle est pas bien dans sa vie, elle est pas bien dans ses pompes, elle se sent pas comprise, elle se X ou Y. Et du coup, eh ben oui, elle a dit ça à un instant T parce qu'elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Ne sous-estimez pas ça non plus. Soyez toujours logique, rationnel. Faites preuve de discernement, d'analyse. Pas de raccourci. Jamais, jamais de raccourci. Et prenez le temps aussi d'en parler avec votre enfant. Alors, en parler avec un enfant, ça ne veut pas dire lui poser 50 000 questions. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui présente un petit peu un intérêt pour la médiumnité ou qui se pose beaucoup de questions, vous n'allez pas chercher l'album de famille avec la photo de l'arrière-grand-mère en lui disant, ah, dis donc, tu peux me donner un message de tata là, s'il te plaît? Non, non, arrêtez, s'il vous plaît. J'exagère à peine, hein. J'exagère pas, en plus, c'est arrivé. Donc, voilà, ne lui posez pas de questions. J'ai vu aussi sur un groupe, alors pas sur le mien, mais sur un autre groupe Facebook, une personne qui disait, alors ma fille de 6 ans a dit qu'il y allait avoir des attentats partout, il y avoir des morts partout. Non mais, on est en 2018, des attentats, je pense qu'il y en aura, hein. À un moment donné, il va tomber, hein. Je suis pas négative, hein, mais on peut en parler tous les jours, hein, si vous voulez. Je peux faire des vidéos tous les jours en disant il va y avoir un attentat.
en 2028, je dirais, hé, je vous avais prévenu. Non, arrêtez, arrêtez de parler des morts, parlez des vivants, parlez de la vie, parlez de ce qui est beau, parlez de l'amour, de la paix, de tout ça. Mais c'est pas parce qu'on est médium qu'on voit des morts partout, hein. D'accord? On peut avoir des pensées très positives aussi. Donc, n'influencez pas vos enfants et laissez-les se livrer à vous sans jugement, jamais. Dites-leur qu'ils ne sont pas tout seuls, il y en a plein comme eux, il y en a plein qui ont une sensibilité. Et dites-leur surtout qu'il existe des solutions pour se protéger. Parce que quand on découvre qu'il y a des vraies solutions pour se protéger, on vit complètement différemment la médiumnité. Et ça, je vous assure que c'est vraiment bien. Donc, je voulais faire une partie un petit peu à part pour expliquer un petit peu aux parents qu'est-ce qui se passe vraiment quand un enfant a des contacts avec une entité ou plusieurs entités. Tous les contacts ne sont pas négatifs, déjà, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, je pouvais avoir des contacts avec des personnes où ça se passait bien globalement, sans qu'il y ait d'agressivité, de colère, de rancune, rien du tout. C'était des personnes qui pouvaient venir me délivrer un message sur l'instant, parce qu'ils avaient besoin, ou pour moi, ils pouvaient me donner un message aussi. Notamment dans mon école, quand j'étais petite, j'avais un petit garçon qui venait très souvent, qui était très curieux, il était curieux, moi aussi, et j'avais beaucoup d'énergie, il en avait besoin, donc c'était pas mal. Il était tout le temps au niveau de l'eau, il aimait bien l'eau, donc dès qu'il y avait les lavabos, les sanitaires, tout ça, il était toujours à cet endroit-là. Et il me disait deux, trois mots, hop, il disparaissait. J'avais aussi, un petit peu plus tard, je me souviens que j'étais en CE1. J'étais en CE1 parce que il fallait que je monte à l'étage la chambre. Oui, c'était une chambre avant. La salle de classe était à l'étage et quand j'écrivais, je sentais son souffle sur ma nuque. Et parfois, elle posait la main sur mon épaule. Et alors là, je supporte pas quand on me touche. Je supporte pas le contact physique avec une entité. J'ai trop de mauvais souvenirs. Donc, voilà. J'étais un peu en stress. Dès que je sentais un truc, je dis oulala. Donc, mais c'était pas agressif. C'était des contacts pas agressifs. Quand je dormais, j'allais m'endormir du moins, quand j'essayais de dormir, j'avais très souvent ma grand-mère. J'avais aussi un autre homme, je pense que c'était un des frères de ma mère, qui venait s'asseoir sur le rebord de mon lit et ma grand-mère m'a eu raconter des histoires pour que je m'endorme. C'est quand même énorme quand on y pense. Euh, j'ai eu des personnes comme ça la nuit qui venaient, euh, quand j'étais malade notamment. J'avais une personne qui venait quand j'étais malade, qui me caressait les cheveux pour que je m'endorme. Enfin, voilà, j'ai eu des, et j'ai encore aujourd'hui, des contacts qui sont très positifs. J'ai ma mère qui vient souvent me rendre visite. J'ai un ami que j'ai perdu, Marc, qui vient souvent aussi me rendre visite. Euh, et puis voilà, il y a plein de personnes comme ça qui viennent de temps en temps me faire un petit clin d'œil en me disant, allez, c'est bien quand même ce que tu fais, et puis t'as raison, continue, et on est avec toi, on te protège, etc., etc. Donc ça, c'est le bon côté de la médiumnité. Après, là où c'est beaucoup plus difficile à gérer, c'est tout ce qui est contact négatif, pardon. Euh, où là, c'est des entités qui ont besoin d'aide, c'est des entités qui sont bloquées quelque part. Ça peut être dans l'astral, ça peut être dans plein de choses, ça peut être retenu, ça peut être voilà. Tout ce qui est mort traumatique, qui du coup vient pour essayer d'avoir une interaction directe avec toi quand tu as 5-6 ans, tu comprends pas ce qui se passe. Je le décris très bien aussi dans mon livre, qui sortira certainement un jour. Je ne donne plus de date parce que je suis complètement en retard et que j'arrive pas à avancer sur ce bouquin. J'ai pas suffisamment de temps en ce moment. Mais notamment un épisode avec Christine qui a été assez marquant où elle me fait ressentir son suicide. Elle me fait ressentir le moment où elle s'ouvre le bras. Elle me fait ressentir la gorge serrée puisqu'elle essaye de m'étrangler dans le contact. Le récit est sur ma page Facebook.
et sur mon groupe. Je crois que c'est même pas encore sur ma page, il faudrait que je transfère. Ça, c'est des vrais contacts très puissants, très traumatiques quand on est enfant. Ça provoque des terreurs nocturnes quand on arrive à s'en défaire. C'est-à-dire que quand une entité s'approche d'un enfant ou d'un adulte hein, qui a suffisamment d'énergie, en tout cas pour l'alimenter, généralement il l'immobilise. C'est terrifiant ce que je vais vous raconter. Le corps ne répond plus. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme une paralysie du sommeil. C'est pour ça que les gens ont souvent du mal à faire le lien, la différence entre les deux. On sent qu'il y a quelque chose qui va arriver sur nous, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Les signaux du corps nous transmettent des informations comme quoi il y a quelque chose qui se passe. En général, on a le rythme cardiaque qui s'accélère. On commence à avoir des sueurs froides, on n'est pas bien, on n'est pas bien. C'est un petit peu comme quand on est malade, un petit peu vaseux, c'est bizarre. Et le corps ne répond plus, l'esprit fonctionne, mais le corps ne répond plus. Et je vais vous raconter l'épisode avec Christine, entre autres, où Christine, elle s'approche de moi et elle me plaque, c'est-à-dire que je suis allongée sur le ventre. Je sens ses doigts qui se plantent dans ma nuque et je sens son genou sur le creux de mes reins et en gros, elle m'écrase complètement contre le matelas. Je sens ses ongles dans ma peau, je sens c'est froid, c'est presque mouillé, c'est comme si c'était humide. Je sens ses cheveux sur ma joue, je sens qu'elle grogne dans mon oreille pour me faire peur. C'est une intimidation, hein, typiquement. Et elle va essayer de prendre possession de mon corps, elle va essayer de faire ce qu'on appelle une incorporation. D'accord? L'incorporation et la possession, c'est pas la même chose. L'incorporation, c'est quand une âme va tenter d'utiliser l'enveloppe corporelle d'une personne pour pouvoir délivrer un message, parler. Il y a des médiums qui fonctionnent par incorporation et qui laissent l'esprit utiliser leur corps pour délivrer des messages. Moi, je ne le fais pas. Chacun son truc. Et donc, moi, je vais subir des tentatives comme ça d'incorporation très très tôt. Je pense que j'ai commencé à avoir ça, je devais avoir à peu près 8 ans, 8-10 ans. Donc ça fait des nuits terrifiantes, hein. Quand on vit ça, c'est terrifiant. On ne peut plus parler, on a du mal à respirer, on a la gorge qui est écrasée. Et puis c'est une lutte psychique. Il faut être super fort psychiquement pour réussir à repousser cette entité et à réussir à se protéger. Et comme on ne peut pas parler, on essaye de trouver une solution pour se battre, pour se défendre, pour faire en sorte que ça soit fini, vite, vite, vite. Et puis, c'est très traumatisant. Alors après, vous avez, en général, par rapport à ces luttes-là, vous avez un certain nombre de stigmates qui vont se dessiner sur la peau. C'est possible d'avoir des bleus, des hématomes, des griffures, des morsures. J'en parlais tout à l'heure. Alors, bien sûr, quand c'est à un endroit accessible, on se dit, oh, bah, je me suis griffée. Mais quand, quand vous avez vécu une nuit comme ça, que vous vous réveillez, que vous avez la trace des doigts sur la nuque, c'est un peu plus compliqué. Mais on cache, on met des cols roulés, on met des écharpes, et puis voilà. Mais enfant, c'est terrifiant. C'est vraiment très difficile. Déjà, à l'âge adulte, c'est compliqué de gérer ça. Alors, enfant, c'est terrible. Fort heureusement, là encore, il existe des possibilités pour se protéger. Alors, ça marche pas à 100%, mais quand on adopte les bonnes méthodes de protection, psychique et physique, ça réduit de 90% les attaques. Moi, aujourd'hui, je suis très rarement attaquée. Je vais toucher du bois, même si je suis bien entourée. Mais on n'est jamais à l'abri, comme on dit. Donc, il faut toujours être très vigilant. Il faut travailler en permanence les protections. Et puis, il faut bien travailler avec ses guides pour être bien protégé, pour comprendre après la mécanique, comment ça se passe. C'est vraiment en grandissant après qu'on affine les choses, hein, comme on dit. Mais c'est très important aussi, en tant que parent, de comprendre ce que vit l'enfant. Si vous êtes vraiment confronté à un enfant qui est médium, il va forcément passer, je pense, c'est mon avis, il passera forcément par des étapes très compliquées à gérer. Alors après, je le dis souvent aussi, si jamais vous avez un doute,
par rapport à tout ça, il y a une méthode qui est très simple, vous pouvez l'envoyer voir un psy. Alors souvent les gens me disent: «Ah ouais, non mais les psys, ils sont tous ah non, non, ils vont enfermer mon gamin, ils vont le mettre sous verrou». Non, 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 c'est pas vrai. Il faut pas non plus exagérer. Il y a de très bons, thérapeutes, il y a de très bons pédopsies, il faut pas jeter la pierre comme on dit. Après, c'est vrai, il en existe certainement qui sont pas bons, mais c'est comme tout, c'est comme tout, il y a pas d'exception. Il y a pas de professions qui sont soumises à exception. Donc, renseignez-vous dans votre région, prenez contact avec votre généraliste, posez-lui la question, si c'est votre médecin de famille, il peut tout entendre. Faites-lui part tout simplement de vos doutes, et puis lui, il va vous diriger après vers quelqu'un. Si c'est un bon médium, si c'est un médium, pas forcément bon, mais s'il est médium, s'il découvre sa médiumnité, ne vous en faites pas. Comme je le dis tout le temps, il s'en sortira face à un psy. D'accord? Et c'est une très bonne méthode aussi d'accompagnement et de lui montrer qu'on est à son écoute et qu'on essaye de trouver des solutions pour que voir un psy, c'est pas parce qu'on est fou. Faut arrêter de penser ça. On va voir un psy parce qu'on a besoin d'en parler. On a besoin de faire le tri dans tout ce qui nous arrive et on a besoin d'y voir plus clair. Donc, n'ayez pas peur. Parlez-en à un médecin. C'est vrai qu'en France, le paranormal, c'est encore compliqué. Mais dans des pays, on est très en retard en fait, hein. On est super en retard en France. Mais dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, en Angleterre, ils sont très, ils croient tous en tout ça, quoi. Quasiment, je crois qu'il y a 9 Américains sur 10 qui croient en l'existence du paranormal. Donc petit petit à petit, on va espérer que les esprits finissent par s'ouvrir en France et qu'on va arrêter d'être dans le jugement en disant que dès qu'une personne ne rentre pas dans un moule, c'est parce qu'elle est folle ou parce qu'elle n'est pas bien. Et à un moment donné, il faut aussi oser finalement. Parce que je suis sûre que quand on prend 20 personnes dans votre entourage, vous avez forcément quelques-uns qui n'y croient pas du tout, 3, 4 ne savent pas trop où se situer, et puis il y en a peut-être 2 ou 3 qui y croient. Alors, petit à petit, il faut que ça fasse le cheminement, et à un moment donné, peut-être que les gens finiront par ouvrir complètement leur esprit, ne pas être étriqués dans leur jugement, et finiront par croire ce qu'ils ne peuvent pas toujours voir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie bien entendu de m'avoir regardé. J'espère que vous aurez plein de commentaires et plein de questions. Je me ferai bien entendu un plaisir, comme toujours, d'y répondre. Et puis, si vous avez des problèmes, si vous rencontrez bien sûr des difficultés avec votre enfant, avec la situation que vous vivez chez vous, ou dans votre famille, ou dans votre entourage, vous pouvez également me joindre, me laisser un message, un mail de préférence, parce que sur mon portable, j'ai du mal à répondre et j'ai du mal à traiter tous mes appels. Donc, c'est plus facile d'avoir une réponse par mail que par téléphone. Toutes les coordonnées de toute façon sont notées sous la vidéo. Vous pouvez aussi me joindre sur ma page pro Facebook ou sur le groupe Facebook Elisabeth Medium. Et je pense que vous avez absolument tous les moyens de me joindre. Normalement, je suis facile à trouver. Je vous souhaite à tous une excellente année 2018 encore une fois et je vous dis à très bientôt sur Facebook ou sur YouTube. Salut!